Saint-Michel-des-Saints. Ben ouais, ça existe. Ça, c'est au nord de Saint-Zénon. Ah ouais, ça aussi, ça existe. Ernestine Valade, la femme forte, ça vous dit rien? Non? Ça, Saint-Zénon, c'est au nord de Sainte-Émilie de l'Énergie. Ça vous dit pas plus quelque chose? Roger Baudouin, le bûcheron? Non, ça vous dit rien. Ça, Sainte-Émilie, c'est au nord de Saint-Jean-de-Mata. Ça vous dit pas plus? La Force, Festival de la Force, Louis Cyr, il vient de là. Il y a un musée en son nom. Non, ça vous dit pas plus. Saint-Félix de Valois, c'est juste avant Saint-Jean-de-Mata, ça. Il y a plein de poulaillers, des poules, Saint-Félix aux poules. Non plus. Joliette, si je vous dis Joliette, Saint-Félix, c'est à peu près à 20 minutes de Joliette. Ça vous dit quelque chose. Ben ouais, ça, c'est au bout de la 40, ça. Tu passes par, c'est ça, Montréal, 40, Joliette, pis après ça, ben, il te reste une bonne heure, là, pour te rendre à Saint-Michel. Bref, m'a essayé de vous raconter un petit bout d'histoire de ce coin-là. C'est mon village, ça. Ben, je viens pas de là, je me l'ai approprié un peu comme tous les gens du coin. Il y a toutes sortes de couleurs dans le coin ici. Ben, je vais essayer de vous raconter son histoire, parce qu'elle est pas pire pantoute. On peut dire que Saint-Michel-des-Saints a commencé à faire sa trace à partir des années 1830. Parce qu'il est arrivé un événement qui a fait que certains colons sont remontés jusqu'ici au nord. Cet événement-là, ça s'appelle la Grande Saignée, la Grande Hémorragie du Bas-Canada. Cet événement-là a duré à peu près une centaine d'années jusqu'à temps que la grande crise économique commence. Ce qui est arrivé, c'est que le long du Saint-Laurent, on avait des belles grandes familles avec beaucoup d'enfants. Puis ces familles-là, les propriétaires avaient plusieurs terres. Puis ces terres-là étaient léguées aux enfants puis aux petits-enfants, puis chaque famille donnait un bout de terre à son plus vieux, puis après ça, il y avait les terres à vendre qui avaient toutes été vendues. Il y avait les terres léguées par la couronne, il est arrivé à un moment donné où il n'y en avait plus de terre à cultiver pour les nouveaux cultivateurs, les plus jeunes, la relève. Dans les grandes villes, Québec, Montréal puis Trois-Rivières, c'était l'industrialisation qui commençait à avoir un peu plus d'ouvrages dans les usines. Fait que ce qui est arrivé, la Grande Saignée, c'est une exilation de tous nos jeunes adultes qui ont commencé à s'exiler dans les grandes villes. C'est encore le même phénomène qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un autobus par jour de jeunes de 18 à 35 ans qui arrivent dans les villes. Ben, à cette époque-là, perdre son fils, ou ben, tu le perdais pas, mais il s'en allait ailleurs que dans ton entourage, pour qu'il travaillait pas, c'était une perte pour un père. Mais perdre 1,5 million de Canadiens français qui sont partis ensuite vers les États-Unis, dans le Vermont, dans le Maine, Massachusetts, Springfield, ben, ça a donné un choc à nos dirigeants du gouvernement. Fait que vers les années 1850, de plus, il y avait plus grand-chose à bûcher dans le sud du Québec. Ben, plus grand-chose de commercial. Ce qu'ils recherchaient, c'était surtout les chaînes puis les pins, faire les mâts des bateaux à l'époque. Mais là, ils cherchaient de quoi faire des rangs de charpente, surtout pour bâtir. Fait que c'est ainsi que le clergé a décidé de coloniser le nord québécois. Le retour à la terre. Fait qu'à cette époque-là, on avait le curé Labelle, qui lui était le sous-ministre de la colonisation, puis il s'occupait de développer la région des Laurentides. Ici, en Matawini, on avait le curé Provost puis le curé Brassard. Donc, en 1863, le curé Léandre Brassard a fondé Saint-Michel-des-Saints. Il est parti, en fait, en 1862, le 2 septembre. On se demande d'ailleurs pourquoi il est parti si tard que ça dans l'année. Il est parti avec son frère Louis Moïse puis le curé Provost. Le curé Provost, c'est lui qui allait fonder Saint-Zénon en 1870. Je sais pas si c'est parce qu'il était pas trop lâche de continuer son chemin jusqu'à Saint-Michel, mais bref, peut-être parce que la vue est belle. Si vous en avez la chance, chers amis, arrêtez-vous à côté de l'église de Saint-Zénon, vous pourrez observer la vallée des Nymphes. Vous aurez la plus belle vue que vous aurez jamais vue de votre vie. Il y avait aussi Louis Pigeon, puis Jean-Baptiste Lepage. Ils ont remonté la rivière l'Assomption jusqu'à sa source, puis ils se sont lancés à travers la rivière des Cyprès, qui est devenue par la suite la rivière Matawan.
pour se rendre jusqu'au lac des Pins. Pas loin du lac des Pins, il y avait une espèce de grosse chute le long de la rivière au Cyprès. On se souvient, ça c'est la Matawan. Il y avait une montagne à côté. Ils avaient appelé ça chute à Roberval. Puis à 4 minutes seulement, eux autres ils calculent 4 minutes, mais bon, du lac des Pins, c'est là que le curé Brassard y allait fonder son village. La chute allait servir d'énergie pour un éventuel moulin. C'est en 1862 que Léandre Brassard a été planté une croix sur la petite montagne à côté de la chute Roberval. Pourquoi? Parce que c'est là qu'elle allait être construite la première église de Saint-Michel-des-Saints, la première chapelle du Mont Roberval. Et ouais, finalement la montagne a pris le nom de la chute, et la chute, on l'a nommée la chute à Ménard. Je vous raconterai éventuellement pourquoi. Le lendemain, le 11 décembre 1862, le premier colon est déjà arrivé à Saint-Michel-des-Saints. Il s'appelait David Saint-Antoine, puis il arrivait de Saint-Gabriel-de-Brandon avec ses 3 enfants puis sa femme. Il s'est construit pas trop loin de la chute, puis ça a été le premier colon. C'est le 5 mars suivant que la colonie fut baptisée par le curé Brassard, puis qu'elle fut enregistrée à Québec. La chute à Ménard, pourquoi qu'on appelait ça la chute à Ménard? En fait, c'est le jeune Louis-Joseph Alexandre Ménard, qui lui était orphelin, qui a été recueilli par le curé Brassard. Ce fut aussi le premier maire de Saint-Michel-des-Saints. Donc, c'est pour ça que c'est devenu la chute à Ménard. C'est aussi lui qui avait entrepris la plupart des travaux autour de la chute, qui était à l'époque la chute Roberval. Puis ce village-là a grandi assez vite. En 1866, on pouvait compter 136 habitants. En 1904, il y en avait 848. En 1950, il y en avait 1902. Puis aujourd'hui, ça dépasse pas loin de 3500 personnes. Tout ce beau monde-là, ça a toutes des belles histoires. Puis toutes ces histoires-là, ça s'est tout promené de bouche à oreille. Des fois, ça s'est transformé un petit peu. Des fois, ça s'est embelli. Des fois, c'est moins joli. Mais on va essayer de s'en compter des petits bouts d'ici à soir. Fait que recommençons ça à peu près en 1900. Fait que là, le village est quand même assez populeux. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'on a plein de bûcheux. Fait que ça monte au bois l'automne. Ça prend le train, ça prend le chemin, ça prend le cheval, ça prend son canot. Puis ça monte d'un camp. Travailler, bûcher tout l'hiver. Ça fait de la pitoune au gars d'Andorre. Bon. Messieurs, une pitoune n'est pas une jolie demoiselle en bikini sur la plage de l'été. On parle bien d'un rondin de bois. Puis là, attention! Une pitoune sèche. Ça, je vous parle de bûcheux, de bûcherons, lumberjack. On parlera des draveurs, des rafman plus tard. Une pitoune d'un diamètre de 7 pouces, qui veut dire 17,7 cm. Le poids variait de 40 à 50 livres, 18 à 22 kg. Diamètre de 20 pouces, 50,8 cm. Un poids de 300 à 350 livres, 136 à 158 kg. C'était pas des feluettes, là, des farmettes qui faisaient là-bas au nord, là. Ça travaillait pour vrai, là. Les draveurs, quand ils étaient chanceux dans le début de la saison, ils étaient semi-lourdes, les bûches, les pitounes, les bio. Parce qu'ils étaient pas imbibés d'eau. Quand ils avaient passé l'été dans l'eau à siphonner l'eau de la rivière, ça devait peser, cette affaire-là, là. C'est sûr qu'eux autres, ils les charriaient pas. Les bûcherons, fallait qu'ils coupent les arbres, qu'ils les coupent en longueur, qu'ils les traînent, qu'ils les charrient, qu'ils aillent placer ça sur la dombe. Ça, la dombe, c'est une autre histoire. Ils prenaient une rivière, ils faisaient un petit barrage, un barrage de drave, avec des billots de bois. Ça élevait le niveau de la rivière. Ça, durant l'hiver, ça gelait. Fait que les gars allaient corder un coup mesuré, puis étampé par le mesureur, et allaient corder ça en ligne sur le lac, ça dompe. Chaque gars, à la fin de l'hiver, voyait tout l'ouvrage qu'ils avaient fait, tout leur labeur. Ben ça, au printemps, cette dompe-là, la glace, finissait par fondre. Fait que le bio, la pitoune, le rondin, tombait dans l'eau. Quand il y avait plus de glace, au printemps, ils rouvraient les portes du barrage, laissaient couler l'eau. Avec la gravité, la logique, la pitoune descendait. Là, ce qui se passait, des fois, ça jammait, faisait des embâcles.
Fait que les draveurs, eux autres, ils sautaient d'une bûche, d'une pitoune en pitoune pour défaire les embarques, s'assurer que la pitoune, elle se rendait jusqu'en bas. Ils passaient l'été à faire ça. Ils partaient en haut, au nord, durant le début du printemps, puis ça arrivait en bas, Shawinigan, Trois-Rivières, à la fin de l'automne. Ça en est passé des histoires, là, aussi. Des histoires de draves. Puis là, à cette époque-là, pensez pas que il y avait un taureau à Saint-Michel, là. Il n'y avait pas de taureau. Lac Taureau, ça existait pas, ça, là. Ça, c'était en 1929 que ça a vu le jour, le lac. Mais avant, il y avait juste pas Trois-Rivières, la ville de Trois-Rivières, mais il y avait 3 rivières qui passaient par Saint-Michel. Ben, pas nécessairement Saint-Michel. Mais ce qu'on avait, c'est que t'avais la rivière du Cyprès, la rivière Matawan, qui sortait du lac des Pins, qui passait par la chute Roberval, la chute Aménard, et qui se rendait par là-bas, là. Puis là, venant du nord, de la réserve amérindienne de Manoine, il y avait une autre rivière, la rivière du Milieu. Elle, ça faisait longtemps qu'il y avait plusieurs coureurs des bois, trappeurs, qui passaient par là, les Amérindiens aussi. Parce que cette rivière-là, la Matawan tombait dedans. Puis un petit peu plus loin, il y avait la rivière du Poste, qui arrivait un petit peu plus de l'est, mais du nord-est. Puis eux autres, ils formaient la grande rivière Matawan, qui, elle, va tomber dans la rivière Saint-Maurice, qui, lui, va tomber dans le fleuve Saint-Laurent. Et là, 200-300 ans, durant la traite des fourrures, puis les accords avec les Amérindiens, puis les grandes parlures, ben les Atikamekw, qui sont à Manoine, ben eux autres, ils voyageaient par là, puis les coureurs des bois aussi. C'était bien canoté. Ben canoté, mais pas du petit canotage de princesse, là. Il y avait du gros portage à faire, des gros rapides, des chutes, puis des gros remous. Puis à l'emplacement du lac Taureau aujourd'hui, il y avait quand même 2 lacs qu'il y avait là à l'époque. Le lac Ignace, puis le lac Barré. Et il faisait comme 2 oiseaux, 2 ailes de chaque côté. Mais il y avait comme une espèce... Il était bien proche, les lacs. Fait qu'il y avait comme un petit chemin qui passait entre les 2 lacs. Il y a monsieur Alexandre Belrose, qui lui était parti de Saint-Michel-des-Saints, avec son cheval, sa femme, ses enfants, pis sa hache. Il savait que dans ce coin-là, du lac Barré, il y avait eu un feu, puis il y avait une petite montagne, c'était sableux. Comme beaucoup dans la région de Saint-Michel, c'est bien sableux, le sol est sableux. Il savait qu'il y avait eu un feu, fait qu'il s'est dit, moi, j'aime pas ça, les grands villages, les commérages. Il voulait s'éloigner un peu, il s'est dit, quand même, aller bâtir ma maison dans ce coin-là. Fait qu'il est parti avec sa charrette, sa famille, sa hache, puis all the kit. Mais il n'y avait pas de chemin de fait. Fait que durant la journée, il bûchait, tassait le bois sur le côté. Puis le soir, il allait chercher sa charrette, ramenait ça aussi qu'il avait fini de bûcher, il se faisait à souper avec ses enfants et sa femme, se couchait à la belle étoile, le lendemain, il se relevait, continuait à bûcher son chemin, le soir, il allait chercher la charrette. 3 semaines de temps, il a travaillé, comme un forcené. Après 3 semaines, il s'est rendu jusqu'au lac, puis là, il a bâti sa maison de rêve. Mais son rêve a grandi. C'est devenu un village. Le village de Saint-Ignace-du-Lac. Puis ce petit village-là a grandi quasiment aussi vite que Saint-Michel-des-Saints. En 1929, il y avait un magasin général, une petite école, une église. Il y avait même des voitures. Les gens avaient des voitures. Il y avait un boucher. Il y avait tout ce que vous voulez là-bas. Mais en 1927 environ, ils sont arrivés sur le perron de l'église. Aïe! Puis ils ont exproprié. Une compagnie de pâte et papier. Il avait besoin de rehausser le niveau des rivières pour former un réservoir. Il avait besoin de mettre un barrage pour relever le niveau du Saint-Maurice, pour pouvoir fabriquer de l'électricité plus bas. Fait que les gens allaient devoir inonder, les gens devaient quitter. Vous pouvez bien croire que tout le monde était dévasté. La plupart des gens voulaient même pas s'en aller. Les plus pauvres, ils se sont pas bien ostinés. Ils ont ramassé le pactage puis ils sont partis. Là, la compagnie puis la municipalité avaient fourni des bras puis un peu de sous surtout pour les biens publics. Le bureau de poste, l'école.
Mais le reste, fallait que les gens payent de leur poche. Une couple de maisons qui ont été déménagées, qui est devenu ce qui est aujourd'hui Saint-Ignace, qui a été déménagé un petit peu plus loin, sur le bord du lac Taureau. Vous pouvez bien penser, 1929, pendant la grande crise, pas tout le monde qui avait moyen de déménager. En plus, ça a pris 3 ans à construire le barrage. C'est en 1931 qu'ils ont inondé, puis l'eau est montée tranquillement. Ils ont pris leur temps. Ils voulaient bien évaluer la chose. Mais il restait encore du monde là-bas. Il restait encore des bâtisses pis des trucs à déménager. Mais les gens, ils croyaient tellement pas, puis ils voulaient tellement pas, ils ont tardé. La compagnie ne laisserait pas de chance. Ils continueraient à inonder pareil. La première année, il y a eu surtout des commérages, des légendes à propos du clocher de l'église. Sur le clocher de Saint-Ignace, il y avait 2 clochers. Il y en a un qui aurait été déménagé à Trois-Rivières ou Shawinigan. L'autre qui aurait été exposé en Nouvelle-Écosse ou sous l'île du Prince-Édouard. Mais il y en a qui disent que les gars, ils déménageaient ça, puis que la charrette, vu que l'eau montait, eux autres, il y avait de l'eau à peu près aux genoux, puis la charrette dans l'eau, avec le sable puis la boue, les chevaux avaient de la misère. Fait que les gars, au lieu de continuer à tirer le clocher puis à faire travailler le cheval, ils auraient lancé un des clochers dans l'ancien lac Ignace. Fait qu'il y en a qui disent que le soir, on pourrait entendre, quand ils vendent pas trop fort, puis que le son porte assez loin, les cloches qui sonnent sourds dans le fond du lac. Mais la pire légende, c'est celle des immigrants polonais. Là, 1929, 1930, ils ont besoin de travailleurs pour travailler sur le barrage. Mais les gars, premièrement, ils ont peur. Ça drave sur la rivière. S'ils mettent un barrage, où c'est qu'elle va aller à Pitoune? Ça pourra pas passer. Puis sur le lac, les gars seront jamais capables de traverser 300 kilomètres de pourtour à courailler ça, puis à se diriger bio là-dessus. Puis deuxièmement, le gouvernement puis les compagnies disaient ça va de votre fierté. Les gars t'es pas fiers pantoute d'exproprier un village. Y a pas personne qui voulait être engagé par les compagnies. Fait que les compagnies, il fallait qu'ils servirent de bord. Ils sont allés chercher des immigrants illégaux, des Polonais. Mais là, l'ouvrage était dur. L'argent était pas facile à faire. Les autres, ils arrivaient de loin, ces Polonais-là, là. Ce qui est arrivé, les autres, c'est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Les Polonais, ils se sauvaient de la Pologne, de l'envahissement nazi. Hitler. Ça fait peur, ce mot-là, juste de le dire, j'ai des frissons. Mais malheureusement, les compagnies, quand les pauvres Polonais décédaient sur le chantier, les autres, ils étaient illégaux, les Polonais. Fallait les cacher. Ben, apparemment qu'ils auraient jeté dans le barrage. Coulé à même le béton. Il y a un gars qui a fait une balade en 4 roues à un moment donné. Il est arrêté pêcher sur le pied du barrage. Il s'est accoté sur le bord du barrage. Il m'a dit qu'il y avait comme un coude qui dépassait sur le coin du barrage. J'ai dit, ben t'es fou, toi, y a pas de coude dans le barrage. C'est là qu'il m'a raconté cette histoire-là. Fait que si jamais vous passez sur le barrage, vous avez l'impression qu'il y a comme un orteil ou un coude qui dépasse. Ça se pourrait bien que ça soit un coude ou un orteil de Polonais. Les Polonais pis les clochers de l'église, c'est même pas la pire histoire, ça. Là, faut vous imaginer qu'il faut tout déménager. L'eau monte pis ça presse. Il y a le presbytère, l'école, le magasin général, les maisons des habitants, l'église, puis le cimetière. Mais là, on va régler une affaire tout de suite. Comme je vous ai dit au début, Alexandre Delrose, il y a ceux qui avaient eu un feu sur le top d'une montagne, entre les 2 lacs. Et à l'époque, on plaçait souvent les églises sur les points les plus hauts du village, pour être en ligne directe avec le Jésus, pour que ça aille plus vite. Fait que l'église de Saint-Ignace était placée sur la montagne, qui est aujourd'hui l'île du village sur le lac Taureau. Donc l'église n'a pas été vraiment inondée, et le cimetière non plus. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la longue, avec les années,
Inondation, vide, rempli, inondation, vide, rempli, les fonds sableux du réservoir. Ben, c'est l'érosion de la berge qui fait qu'avec les années, apparemment, il y aurait quelques vieux cercueils qui auraient été oubliés ou laissés là, qui auraient glissé, déboulé, qui se seraient retrouvés à flotter sur le réservoir Taureau. Parce que à l'époque, on les a dit, mais profaner une tombe, c'est pas ce qui était le plus populaire à faire, même encore aujourd'hui. Si je vous demande d'aller déterrer votre grand-père pour le déménager, c'est pas ce qui va être le plus plaisant à faire. Donc, il y a certaines personnes qui, avaient tout simplement refusé de retirer les cercueils. Certains l'avaient fait, donc dans le cimetière de Saint-Michel-des-Saints et celui de l'actuel Saint-Ignace, on peut retrouver des tombes et des cercueils qui datent du village de l'ancien village, en fait, de Saint-Ignace. Certaines familles qui n'avaient pas été retrouvées, soit qui avaient tous été décédés ou déménagés, puis à l'époque, on n'avait pas Facebook ou Twitter ou le texto, donc c'était plus compliqué à retrouver. Surtout avec la Grande Saignée, des gens avaient été jusqu'aux États-Unis. Donc, apparemment que ça serait en 2005 qu'on aurait retrouvé un des derniers cercueils, non pas qui flottait, mais qui était sur le point de tomber, de s'écrouler, dû à l'érosion de la berge de l'île du village. Puis quand les gens sont allés chercher, ils l'ont ramené, ils l'ont descendu plus bas et puis ils l'ont ouvert. Ben il était vide. Donc aujourd'hui, si jamais vous vous promenez sur une plage du lac Taureau et que vous retrouvez ce qui semble être un orteil desséché, eh bien ouais, peut-être que c'est un orteil du cercueil vide de Saint-Ignace-du-Lac. Au printemps 1931, la Shawinigan Water and Power Company allait confier à sa filiale, la Shawinigan Engineering Company Limited, la construction du barrage. 94 km² d'eau, 45 îles, 239 km de contour, 2400 pieds de long plus la digue, des portes de 78 pieds qui supportent 2400 livres de poussée. Il y avait une génératrice qui fournissait 600 volts installée pour la construction du barrage, mais il n'y a plus aucune électricité qui se fait là aujourd'hui. Le réservoir ne sert qu'à emmagasiner de l'eau afin d'augmenter le débit du Saint-Maurice durant l'hiver. Rattaché à ça, tu as le réservoir du Rapide Blanc, la Tranche. Là, je me trompe peut-être, mais le réservoir Gouin aussi ferait partie du bassin hydrographique, on va dire hydroélectrique, afin, en fait, d'élever le niveau d'eau de la Saint-Maurice afin que l'hiver, lorsque à Montréal, c'est tout le temps de votre faute à Montréal, vous autres, vous avez frette. Fait que vous tournez le calorifère, le chauffage, vers la drette, le piton, pour que la chaleur, elle monte. Ben, l'hiver, il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas d'eau liquide. Fait que le niveau des rivières baisse. Fait que ce qu'on fait, quand il commence à faire frette, janvier, nous autres, on ouvre les pelles du barrage, les portes. L'eau s'en va sur le Saint-Maurice. Le Saint-Maurice, il gonfle, il devient fort. Puis il crache ça au bout de sa turbine. Puis vous autres, vous avez du chauffage. Fait que nous autres, fin mars, le réservoir Taureau, il est vide. Fait que là, vous allez faire quelque chose. C'est cool, là, la technologie, puis tous ces cossins-là, là. Si vous m'écoutez présentement, c'est parce que vous êtes sur YouTube. Fait que là, vous allez vous ouvrir une autre petite page à côté, puis vous allez aller pitonner sur Google Lac Taureau hiver. La 4e photo qui va vous sortir, parce que là, après avoir cliqué Lac Taureau hiver, vous allez avoir cliqué sur Images. La 4e photo qu'ils vont vous montrer, c'est un skidoo qui se promène dans des crevasses. Mais ça, c'est un exemple des dénivellations que vous pouvez voir sur le réservoir durant l'hiver. La 10e photo aussi, ce que vous allez voir, là, j'espère que la technologie fait bien son affaire, là. Si vous écoutez ça 10 ans après que je l'ai publié sur YouTube, fort possible que les photos aient changé. Aujourd'hui, on est le 2 mai 2018. Mais la 10e photo, c'est le lit de la rivière. Puis la 2e, c'est des collègues qui marchent en ligne, attachés, parce qu'ils vont faire la visite des glacières. En fait, ça, la visite des glacières, c'est l'auberge Lac Taureau qui fait ça. Ça, c'est que vous pouvez vous promener, puis à travers les crevasses sécuritairement du lac Taureau, puis vous visitez, en fait, vous promenez comme si vous étiez dans
dans le Grand Nord, là, puis vous faisiez une expédition. Ben, c'est ça, le lac Taureau. Mais là, printemps 1931, l'eau monte. Le village est vide, tout le monde est parti. Pour que c'est faire qu'ils ont appelé ça le lac Taureau? Moi, je n'ai jamais vu de taureau à Saint-Michel. Il n'y a pas de vache. Il n'y a pas de bœuf. Il n'y a pas de fermier à Saint-Michel. Il y a un gars qui raconte une histoire qui est bien populaire à propos d'un taureau. Ce gars-là, il s'appelle Fred Pellerin. Vous l'avez sûrement déjà entendu raconter une couple de petites niaiseries, c'était là. Mais lui, dans son village, en Mauricie, qui est à l'est de la Naudière, il y avait, tout le monde n'avait, tous les villages n'avaient à cette époque-là, il y avait un fou. Il y avait leur fou du village. Surtout dans le temps de la crise, les temps étaient durs. Ça prenait un fou dans chaque village pour quand tu voulais te défouler, tu l'appelais, ça venait sur ton perron, tu pouvais lui donner 3-4 claques, il criait « Aïe aïe !» Tu reformais la porte, tu s'en retournais, tu t'étais défoulé. C'était ça que ça servait un fou. Mais à Saint-Élie, il y avait une petite particularité chez leur fou, c'est en plus de manger sa volée à tous les jours comme ça, il était laid. Laid de sa personne. Pas beau, pas joli. Laid, L-E-T-T-E. Vraiment laid. Tellement laid, quand sa mère l'a mis au monde, sa mère c'est la sorcière. Elle a fait venir le docteur Cossette. Il a dit, hey, attention madame, là, on fait attention, hein, il arrive par le siège. En fait, Babine s'en venait, il souriait. Le bébé était bien gorlot, le sourire aux lèvres. Fallu qu'il attende qu'il pleure, ça va remettre la couche après cet enfant-là. Un coup qu'il a souri, ils ont mis la couche, ça a grandi, ce petit bonhomme-là, toujours aussi laid de jour en jour. Puis à un moment donné, il était rendu grand, on va dire, bon, vous voyez pas, mais on va dire qu'il était pas mal plus grand que moi, pas bien compliqué. Puis à un moment donné, la colonne vertébrale a dit, stop! Arrête de grandir! Ben ça, lui, par exemple, le corps a continué à grandir. Fait qu'il s'est passé comme, il s'est créé, il y avait comme une big boss, une grosse, c'était comme un bedeau. Tu sais, le bossu de Notre-Dame, ben, c'était Babine Bossu de Saint-Élie. Vous savez, laide de même, tout le monde le regardait juste pour rire. Dans ce village-là, tout le monde parlait d'amour. Dans ce temps-là, les gens vivaient d'amour et d'eau fraîche. Mais lui, Babine, il était tellement laid, il savait pas c'était quoi l'amour. Fait qu'il demandait à tout le monde, c'est quoi l'amour, c'est quoi l'amour? Puis Toussaint Brodeur, lui, il vendait de la bière sur la slice. Parce que dans le temps, t'avais pas le droit. Le Québec, le Canada, les États-Unis, interdiction de vente de boissons. Des gros temps durs. Ça fait partie de la grande crise, ça, du Québec. Toussaint, lui, t'es dire à Babine, l'amour, c'est comme un grand frisson qui se passe dans ta colonne vertébrale. Ça va te frissonner dans le dos, ça va te traverser comme un choc électrique. Babine, il avait la chienne parce que lui, il en avait plus que les autres de la colonne vertébrale, là. Toussaint Brodeur, il a répété, Babine, je sais pas si vous l'avez dit, il s'appelait Babine. Babine, inquiète-toi pas, c'est sûr, tu vas t'en rendre compte, mais que l'amour passe par chez vous. Fait qu'il y avait la chienne, mais en même temps, il y avait hâte. Cette année-là, à Saint-Élie, durant l'hiver qu'il y a eu durant cette année-là, il a fait fret. Mais tu sais, un fret que quand tu souris à l'éboueur qui passe en avant quand tu sors tes poubelles, les dents te craquent dans la bouche. Fret. Pas froid. Fret. Puis justement, Babine, un matin, en sortant ses poubelles, il s'est penché pour ramasser le sac dehors sur le bord de la galerie. Puis sa petite chemise a comme laissé passer une petite entr'ouverture, un petit courant d'air frais. Ça lui a donné un petit frisson dans le dos. Il est tombé en amour avec l'hiver. Cette année-là, il était en train de virer fou, il sautait dans les bancs de neige partout, il faisait peur au monde, il sortait plus, le monde restait chez eux, il savait plus trop quand est-ce qu'il allait le rencontrer. Par chance que ça a duré rien qu'un hiver, parce que Babine, il a compris qu'un frisson, ça pouvait venir avec la chaleur. Mais l'été d'après, il a connu un frisson dans la canicule. La sécheresse. Il a fait chaud. À te faire fondre les dents dans la bouche. Puis durant la canicule, au mois de juillet, il y avait l'exposition agricole
la tombola à Mégis-Rivard, qui est venu, qui est allé à Saint-Élie. Il était pas à Saint-Michel, là, on se souvient, là. Je vous raconte une histoire de Fred Pellerin de Saint-Élie de Caxton. C'est comme une fête foraine qui faisait le tour des villages. Cette année-là, nous autres, à Saint-Michel-des-Sauts, on était pas mal tout le temps dans les derniers. Cette année-là, il était passé à Saint-Élie de Caxton avant. Fait que Babine, lui, c'est sûr, à tous les ans, il assistait à la tombola à Mégis-Rivard. Pis ça, il y avait les petits nains, il y avait la femme à barbe, il y avait l'homme fort, tout ce que c'est que tu vois dans un cirque. Puis à chaque année, ils font un spécial pour stimuler les ventes. Puis cette année-là, le spécial qu'il y avait, c'était une artiste. Elle s'appelait Monia. Puis elle, Monia, ben, elle dressait des petits animaux. Fait qu'elle, Monia, dans le fond, c'était une dresseuse, tu sais, elle dressait les animaux. Fait qu'elle arrive dans le village, pis elle était belle. Vraiment une grande chevelure semi-frisée, noire, qui reflétait des beaux reflets de lumière. Une belle femme comme vous en avez tous en rêve, messieurs. C'est quand elle commençait à parler, premièrement, elle avait un accent. Elle venait pas du Canada. Elle disait le cirque est démonia. Mais elle avait comme une déformation, quelque chose de bizarre. Elle avait pas les dents à la bonne place. Écoute, elle t'avait un dentier crochu, mon ami, des palettes qui retroussaient. Fallait pas qu'elle sourie. Elle était belle avec un air bête. C'est rare qu'on va dire ça, mais fâche-toi, tout le monde va être correct. Puis là, ben, le vendredi soir, pour la représentation, le chapiteau est monté pis tout. Puis là, t'as le village au grand complet qui sont étalés, ces balles de foin, parce qu'ils ont cordé des balles de foin pour faire les estrades, les bancs. Tout le monde est assis et cordé en rond autour de la scène. Babine, c'est le premier en avant, sa petite balle de foin avec son pot de popcorn, puis il attend le show. Puis là, à 8h, ben tapant, on attend dans le petit haut-parleur. Eh bien, maintenant que le spectacle commence. Fait qu'on voit-tu pas Monia s'avancer, qui sort de la noirceur en arrière des rideaux rouges, puis qui se présente dans le rond de lumière juste à côté de la craque du rideau. Elle a un grand fouet dans les mains pis des grands culottes en cuir. Fermez-vous les yeux, là. Puis rappelez-vous la petite madame de couleur foncée dans Fort Boyard. Ben, mettez cette petite madame-là blanche avec des cheveux noirs, pis c'est Monia. Fait qu'elle te swing, là, son fouet, au bout du fouet, elle a comme une petite mouche au bout. Puis là, il commence à sortir des animaux. Puis là, les animaux, là, je vous dis pas tout ce qu'il y avait, parce qu'il y en avait trop. Il y avait tout ce que vous pourriez imaginer. Fait que là, on va commencer, on va vous en énumérer une coupe. Il est sorti une petite souris. Elle dit ça avec un petit coup de fouet dans les airs. Petite souris se met ses deux pattes d'en avant, puis à travers, ça fait des petits ronds en avant du petit cercle de lumière en avant sur le stage. 3-4 petits tours. Un autre petit coup de fouet, puis elle sort. Un autre petit coup de fouet, il y a un petit minou qui sort. Le petit minou fait un petit tour, c'est pas d'en arrière. Le petit minou, petit coup de fouet, puis il ressort. Le petit chien, c'est pas d'en arrière, c'est pas d'en avant, une pirouette par en arrière, puis il sort. Ça a défilé de même toute la soirée. Le monde t'es plus capable. Tu sais, quand tu payes 10 cents ta soirée, puis ça dure à peu près une semaine, que le monde se collait vers la porte tranquillement. Il faisait semblant de vouloir aller fumer, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, dans le haut-parleur, et maintenant, le clou du spectacle, commandité par la quincaillerie Gendron. Un clou. Là, le monde se disait, après tout ça, qu'est-ce qui peut venir? Fait que là, silencieusement, dans le fond de la salle, les deux rideaux se sont comme entr'ouverts un petit peu plus que les autres fois. Puis là, ce qu'ils ont vu dans le fond de la salle, dans le noir, c'est comme deux ronds vitreux, globuleux, reluisants. C'est comme si ça ressemblait à des yeux, des œils, des globes oculaires, humides. Tout le monde se disait dans leur tête, ça doit être des yeux, mais c'est parce que c'est impossible qu'il y ait une face qui tienne après ces deux grandes affaires-là. Puis tranquillement, pas vite, ça s'est approché, puis là, ayez pas peur. Premièrement, ce que vous entendez là, je l'ai déjà raconté. C'est un enregistrement. Il vous arrivera rien.
Au pire, mets ton ordinateur, ton téléphone, ta tablette, sa table aura toi. Y a rien qui va te revoler d'en face. Ce qui s'est avancé là, messieurs, dames, attention, c'est un taureau. Pas une taurette, là. Un taureau. 900 livres de muscles par mollet. Une bête. Noire, le poil lustré, toute bien entretenue. Puis là, fermez-vous les yeux, là. Imaginez-vous un gros taureau noir avec ses cornes. Il a tellement une grosse face que tu y vois même pas le reste du corps en arrière de ses cornes. Il y a comme un gros anneau dans le nez, là, tout rouillé, là, qui a de l'air pesant. Là. Rien que toi prendre l'anneau, là, ça serait rien qu'en masse pour le traîner durant un après-midi. Puis là, quand il respire, il y a un gros fiume de boucan qui sort de sa narine droite puis qui se dirige vers le côté de sa face parce qu'il fait trop chaud dans le taureau par rapport au doigt. C'est comme un taureau de l'enfer, il brûle de par en dedans. Le monde a commencé à être nerveux. Taureau fait un pas. Le monde est encore plus nerveux. Toussaint Brodeur, assis dans le fond de la salle, la seule affaire qu'il voyait, c'était Babine qui reluisait d'un œil du taureau. Chaque villageois se voyait dans un œil. Le monde tremblait, il fait un autre pas. Il y avait comme un brouillard de poussière, de balles de foin qui a commencé à lever à peu près de 3 pieds du plancher. C'était une ambiance Blair Project un peu, là. Le monde avait la chienne. On pouvait entendre voler les mouches. Puis Dieu sait qu'il y en avait de la mouche à cette époque-là. Monia, en parlant de mouche, elle sac un coup de fouette dans les airs. Taureau se lève la tête puis regarde Monia. En dessous de sa bretelle, elle sort comme un petit mouchoir. À peu près 2 pieds de large par 2 pieds, un petit mouchoir carré. Tout rouge. Fait qu'elle se met à shaker ça. Du côté gauche de son épaule, un peu relevé. Le taureau, écoute, ça l'a allumé. Il s'était aligné, les cornes, sur l'antenne rouge de la belle Monia, puis il a commencé à charger. Ah! Puis juste au petit dernier moment, le monde, ils se sont dit, elle va se faire ramasser. Au dernier moment, a tossé son petit drapeau rouge, le taureau est passé tout droit. Elle servirait de bord, elle a mis son petit drapeau rouge du côté droit. Le taureau s'est mis, il s'est brassé à la patte, il a recommencé à charger. Au dernier moment, elle a tossé son petit drapeau rouge, floup, le taureau est passé à côté. Floup, là, s'est mis direct devant les portes du chapiteau, à shaker le petit drapeau rouge. Le taureau s'est aligné les cornes direct sur l'antenne ammonia. Il s'est mis à charger. Floup, puis il s'est garoché en arrière des portes du chapiteau. Ils ont fermé les portes de la cage. La soirée était finie. Ouais, tout le monde est rentré chez eux. Tout le monde s'en va, sauf Babine. Hey, c'est pas ça une affaire. Vous en êtes pas rendu compte, vous autres, là, durant la soirée, là. Vous étiez trop concentrés, ces petits minous pis ces taureaux. Toute la soirée, la belle Monia, elle a dévisagé Babine. Fait que Babine, il a passé un frisson. Il s'est dit, quand elle y a souri, moi, elle, mes bosses, sa difformité, mes difformités, on pourrait former une belle grande famille. Babine, il est sûr que Monia l'aime. Puis lui, il est sûr qu'il aime Monia. Puis il est sûr qu'ils vont se marier. Fait que tout le monde est sorti du chapiteau, puis lui, ben, il attend. Il dit, elle va venir me voir, puis on va aller se marier. Vous savez comment ça marche, ces affaires-là? Ils se dépêchent de remballer tout ça pour aller dans le village voisin. Là, ils s'en venaient vers Saint-Michel, là. Fait qu'ils sont allés voir Babine, sa balle de foin. Ils ont dit, écoute, Babine, si tu restes là, on te roule avec la toile. Fait que Babine est sortie, puis à la sortie du chapiteau, il y avait un petit kiosque à droite, sur la droite de la porte. Puis ils vendaient, c'était tous des petits souvenirs. Il y avait tous des petits souvenirs de la petite souris, du petit chat. Il y avait eu une poule noire aussi qui avait pondu un œuf brun, une poule albinos. Puis là, ils vendaient des œufs. Puis sur le coin de la table, il y avait une petite étiquette, 15 cents. Puis il y avait une grande tresse noire. Ça, c'était une tresse de la chevelure ammonia.
Fait que Babine a goroché 20 cents sur la table, s'est mis à tresse dans la poche, puis est parti à la course chez eux. À belle épouvante, la garnotte par en arrière de lui. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit au début, Babine, c'était le fils de la sorcière. Fait qu'il est arrivé chez eux, il a rouvert la porte, il t'a reclaqué ça en arrière, clac! Il est allé sortir son grand grimoire familial. Puis il s'est dirigé à la lettre C, puis cherchait un paragraphe en ordre alphabétique. Comment faire revenir quelqu'un par la tresse? Fait que là, il y avait plein d'étapes à faire, là, puis des formules magiques, puis des étapes magiques, mais vous épargnez tout ça. Mais la dernière étape, c'était écrit, allez déposer la tresse, allez accrocher la tresse sur la branche, la plus basse branche d'un arbre mort. Fait que Babine, en avant du presbytère, il y avait un chêne mort. Il est parti à la course, la garnotte en arrière de lui, puis il est allé accrocher ça. Ce soir-là, il avait hâte au lendemain. Fait qu'il est allé se coucher ben de bonne heure. Il faisait encore soleil. Il s'est couché en rêvant à sa belle Monia. Il rêvait. Puis ce qui l'a ramené à la réalité, c'est comme un léger coup dans la devanture de la maison. Paf! Fait que là, Babine, il se lève, il va voir, il y avait des rideaux rouges. Babine, c'était un des seuls aussi à avoir une maison avec un toit en tôle rouge. La sorcière aimait bien ça, attirer l'attention. Fait que quand il rouvre ces rideaux rouges, ce qu'il voit là, c'est... Ils les avaient vus la veille. 2 beaux grands œils. Par fenêtre. Un œil par fenêtre. C'était le taureau. Personne qui avait dit, Monia portait une perruque. Fait que ce qu'il y avait, lui, comme tresse, c'était un bout de queue du taureau. Fait que ce qu'il y avait là, par fenêtre, 2 yeux, accrochés en arrière des 2 yeux, c'était bel et bien le taureau. Puis vu qu'il y avait à peu près du rouge sur toute la maison à Babine, puis dans les fenêtres, c'était des rideaux rouges, ben le taureau n'a eu 2 yeux que pour la maison à Babine durant toute la journée. Toute la journée, une bonne partie, il mouillait du brin de scie dans le village. Le taureau, il était en train de débâtir à peu près tout ce qu'il y avait de rouge. On se souvient, la tombola à Mégil-Rivard, c'était durant le mois de juillet. On était à peu près à la 2e semaine de juillet. Puis on venait de passer la fête de la Confédération. Fait qu'il y avait des drapeaux rouges partout dans le village. Tout le monde affichait des drapeaux du Canada. Fait que le taureau s'est mis à se promener le village, puis a commencé à émietter les maisons du village. Fait que tout le monde est allé se cacher puis se rassembler dans l'église. L'effet Blair Project était revenu, le taureau se promenait partout, il faisait le tour des rues, la poussière s'élevait, il y avait comme un brouillard d'angoisse qui se promenait dans le village, le monde était à genoux puis il priait. Puis là, ben, il y avait des expéditions d'organiser. Il avait rassemblé tout ce qu'il y avait de tissu rouge dans le village pour faire comme une coupe de drapeaux, pour essayer, après ça, d'aller éloigner le taureau de l'église pour protéger tout le monde du village. Puis à un moment donné, il y en a un qui est revenu. Puis lui, il s'est rendu compte, puis il a dit à crier à tout le monde, c'est de la faute à Babine, c'est de la faute à Babine. Fait que là, le monde s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va y pitcher des roches, on va y pitcher des roches. Fait que là, Babine se faisait pitcher des roches. Fait qu'il est sorti de l'église à la belle grande course, puis il est monté sa montagne du Calvaire pour se réfugier. Ça a duré 1 semaine. Pendant 1 semaine, le taureau a dévalisé les rues de Saint-Élie-de-Catiston, puis a détruit à peu près tout ce qu'il y avait sur son passage. Après 1 semaine, les gens étaient tannés de prier. Il y en avait qui avaient même les doigts cassés à force de prier comme des malades, puis à faire le signe de croix, tête, épaule, torse, tête. T'es obligé de prier de la gauche. Puis à l'ouest du village, sur la montagne du Calvaire, il y avait Babine, qui commençait à être pas mal déprimée. Premièrement, on se souvient, Babine s'est jamais mariée. Monia s'était sauvée. Puis deuxièmement, le village au complet en avait après Babine. T'es bien assis sur une roche. Dimanche d'après-midi, un beau dimanche. Fin de journée, chaleur, beau ciel bleu, pas un nuage. Puis Babine sort sa ruine Babine. Babine, il jouait de l'harmonica. Pas personne qui jouait de la ruine Babine comme Babine. Puis il se met à jouer une petite cantique triste à ce soleil de fin de journée, comme pour pleurer son désespoir.
En ce dimanche, le taureau ne pouvait qu'en profiter lui aussi. Il faisait assez beau. Fait que la seule affaire qui restait à Saint-Élie-de-Caxton de rouge, c'était le stop sur le coin de la principale puis de la 45. Fait qu'ils zigonnaient sur le stop. Ping! Le stop, il revenait rebondir d'en face. Il reculait. Sping! Stop, il rebondissait d'en face. Puis il reculait. Sping! Puis le soleil, lui, pendant ce temps-là, les notes de musique de la ruine Babine à Babine montaient tranquillement jusqu'à lui. Puis quand il a entendu ça, lui, ce petit air doux-là, ça lui a comme donné un petit plein d'émotions au soleil. Il a comme voulu se gonfler d'amour et d'émotion. Puis il s'est mis à rougir, à devenir rouge. Le centre du soleil était bien, bien rouge, puis il était sur le bord de s'en aller vers l'horizon aussi. Tu sais, comme entre chien et loup, à la brunante. Juste avant la brunante. Puis l'effet que ça a donné, c'est que tout le fond du ciel est devenu d'un orangé rouge pétant. Le taureau, lui, ça l'a interpellé. Fait qu'il a lâché le stop, ping, il était revenu un dernier coup dans le front. Il s'est levé à la tête. Il s'est aligné les deux cornes sur l'antenne rouge du soleil, à l'ouest. Puis il a chargé. Yeah! Il a chargé jusqu'à rouler, jusqu'à courir pis à faire shaker le village comme ça se peut pas, aller jusqu'à 60 000 à l'heure, 100 km/h. Il a passé à Robabine sur le top de la montagne du Calvaire, complètement à l'ouest du village, on se le rappelle. Puis quand il a passé à Robabine, le toupette, il a tassé. Tellement le taureau passait vite. Babine n'a rien vu passer, ne serait-ce qu'une tache noire passer. Il s'est levé à la tête, puis Babine, tout ce qu'il a vu, c'est le derrière d'un taureau volé au bout de la montagne. Puis le taureau, lui, était rendu dans les airs, puis il essayait de voler vers le soleil. Puis Babine, elle l'a vu. Le taureau, il s'est bien rendu compte dans les airs, lui, là, qu'avec ses 900 livres de tonnes, de livres, de muscles par joret, qu'il resterait pas dans les airs, puis il se rendrait pas au soleil. Fait qu'il a voulu, comme, dévier sa route, tu sais. Il s'est mis à patiner dans le vide. Il a tourné de côté. Puis, ben, il a jamais réussi à se réchapper. Pfff! Babine, ce qu'il a vu, c'est une espèce, imaginez-vous, là, une météorite ou quoi que ce soit qui atterrit, là, mais pas à la vitesse d'une météorite, mais à la vitesse ralentie d'un gros steak qui atterrit lourdement dans les arbres, dans la poussière. Fait que ce que Babine a vu, c'est un gros tas de poussière pis d'arbres voler au vent puis réatterrir tranquillement de chaque côté. Ils ont plus jamais revu de taureau à Saint-Élie-de-Caxton. Fait que Babine est redescendu puis est retourné voir les villageois. Mais de là où je veux en venir, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Saint-Michel-des-Saints est situé à l'ouest de Saint-Élie-de-Caxton. Fait que pendant que les Polonais construisaient le barrage du lac Taureau, ce taureau-là a atterri juste à côté du village de Saint-Ignace, puis du barrage en construction. Puis il a atterri de côté. Fait que là, deuxième activité interactive que vous allez faire avec moi, vous allez rouvrir une petite page Google, puis vous allez taper lac Taureau dans Map, en Google Maps. Vous allez regarder le lac Taureau, là. Vous allez voir que ça ressemble drôlement à un taureau qui a comme eu peur avant d'atterrir. Il est atterri un peu de côté, là. Ben, c'est ça. C'est pour ça que le lac Taureau s'appelle le lac Taureau. C'est le taureau de Saint-Élie-de-Caxton qui a atterri là, pis il a jamais pu se relever. Ça a fait un gros trou. Par chance, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait un taureau défoiré là, ils ont reformé les pelles du barrage, ça s'est inondé, puis on n'a plus jamais entendu parler. Mais, depuis ce jour-là, en Mauricie, à Saint-Élie-de-Caxton, puis à Saint-Michel-des-Saints, le boom du taureau, vous pouvez vous dire, ça a fait shaker le coin. Quand ça a atterri, cette affaire-là, le monde a eu peur. Ils se sont dit, ça y est, c'est la fin du monde. Le ciel nous tombe sur la tête.
Fait que quand ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait plus de problème, mais qu'ils ont levé les yeux au ciel puis qu'ils ont vu ce beau soleil d'un rouge pétant, ils ont allumé tout de suite que le lendemain, vu que le taureau était mort, qu'il allait rien se passer, qu'il allait faire beau. Fait que depuis ce jour-là, dans mon village, puis dans le village à Fred, quand on voit que le ciel est rouge puis que le soleil est rouge, ben on dit qu'il va faire beau le lendemain. Bon, là, j'imagine que vous faites partie des sceptiques. Vous dites que cette histoire-là est un peu tirée par les cheveux. Je vous accorderai qu'il y a une autre histoire rattachée au fait qu'on appelle le lac Taureau qui se promène dans la région. M'a quand même vous en glisser un mot. Je vous ai parlé que la rivière du Milieu, qui tombe dans la Matawan, avec la rivière du Poste, c'est des rivières qui arrivaient du nord. La rivière du Milieu, entre autres, elle allonge un chemin forestier qu'on appelle, pas nous autres qui l'appellent de même, mais il s'appelle de même le chemin de Manoine. Manoine, c'est aussi le nom d'une réserve amérindienne qui est 90 km au nord de Saint-Michel-des-Saints. La rivière se rend pas jusqu'à Manoine, mais elle s'en va quand même loin par là, puis de là, tu peux en pogner d'autres, puis tu peux pogner des lacs, puis c'est bien poissonneux. Moi, je vais à la pêche pas mal dans ce coin-là. La rivière du Poste, même chose. Tu peux pas te rendre à Wemontachi, mais mettons qu'elle se rend vers Wemontachi. Fait que les coureurs des bois, puis les Amérindiens, puis la trappe des fourrures, puis ça couraillait pas mal, ça canotait en fait dans ces rivières-là. Puis à l'endroit d'où est-ce qu'ils ont fabriqué, qu'ils ont bâti le barrage du lac Taureau, ben il y avait une grosse chute, un rapide. Les canoteurs, les coureurs des bois, puis entre autres Ernestine Valade de Saint-Zénon. Elle, c'était une grande femme, forte. Mais ce fut aussi la première à guider des touristes dans le coin, en canot, les amener à la pêche. Première guide chasse-pêche de la région. Puis elle, quand elle revenait, elle bravait le taureau, le rapide taureau. Elle était pas capable de canoter là-dedans. Ça coulait vers la Mauricie. Fait qu'il canotait, il faisait du portage. Il descendait les canots, il passait sur le côté. Puis en bas de la chute, en bas des rapides, il remettait les canots à l'eau, puis il descendait plus loin. Mais les portages, fallait qu'ils vident les canots. Il y avait du stock là-dedans. Elle charriait tout son stock de ses clients, plus son canot, un voyage. La seule à le faire. Forte. Si elle aurait pu transporter le lac avec elle l'aurait fait. Fait que, ce rapide-là, il l'avait appelé le rapide taureau, parce que quand il revenait, qu'il y avait le taureau en face, qui était face au courant, ça avait l'air d'un gros taureau, deux grosses cornes blanches. Il y avait comme une grosse chute en plein milieu. De chaque côté, il y avait comme deux gros remous. Puis le bruit de ça, les gars, ils disaient que ça avait l'air un troupeau de taureaux qui court. Fait qu'ils l'avaient nommé le rapide taureau. Ben aujourd'hui, étant donné que le rapide est plus là, que le barrage a pris sa place, ben en mémoire aux coureurs des bois, puis aux Amérindiens, puis à Ernestine Valade, qui l'a franchi plusieurs fois, ben on a décidé de l'appeler le réservoir Taureau. Pour ceux qui feront du VTT ou de la motoneige, vous allez remarquer tout autour du lac Taureau, il y a des pancartes inscrites Taureau, T-O-R-O. Ben, à l'époque, c'est comme ça qu'on l'écrivait. On sait pas vraiment pourquoi. Ce qu'on pense, c'est que les gens étaient pas très instruits. On écrivait avec le son de l'oreille, puis c'est en 1970, ou à peu près dans les années 70, avec la réforme sur la loi française, qu'on a décidé de l'inscrire avec l'orthographe, exact. Mais ici, dans la région, on aime écrire, puis on aime le revoir écrit T-O-R-O, parce que dans le fond, c'est pas un vrai taureau, c'est un taureau qu'on a à Saint-Michel. Fait que revenons en 1932. Saint-Ignace-du-Lac est inondé, en majeure partie, il reste pas grand-chose, les villageois en tout cas sont expropriés, sont partis. Puis là, faut draver de la pitoune sur le réservoir. Fait que là, on va créer un autre emploi. Ben, ça existait déjà, capitaine de bateau, surtout sur le Saint-Maurice, avec des barges, puis des fretteurs, puis des barges de drave. On se promenait sur le Saint-Maurice, parce que c'était assez large, pour tirer, charrier la pitoune. Fait que
sur la plage du parc régional du Lac-Taureau, secteur baie du Milieu. Sur la carte, à un certain endroit, vous allez remarquer, il y a un petit amoncellement de roches, c'est écrit quai Bertin. À cet endroit-là, il y avait une grande corde ou une chaîne avec des grands billots de cèdre, puis il y avait des chaînes qui passaient bord en bord de ça. Ça bloquait la pitoune. Fait que la pitoune était toute bloquée dans une certaine baie du milieu. Puis là, on prenait des bateaux qui encerclaient ces pitounes-là. C'était comme des grandes marées de flottage de bois. Puis ils tiraient ça jusque dans la baie du village à Saint-Michel, parce que là, il y avait les moulins à M. Champagne au pied de la chute à Ménard. Là, ils sortaient ça, puis ils sciaient ça. Sinon, ils transportaient ça ailleurs. Rendu là... Puis là, on est à peu près en 1940. Là, la console, la compagnie, eux autres, le signe de marquage de bois, c'est une croix gammée. Oui. Fait que là, les gars, ils disaient même dans le temps qu'ils coupaient le bois pour Hitler. Fait qu'éventuellement, la compagnie a changé de logo parce que c'est un petit peu inusité, tu sais. Puis là, le moteur commence à sortir. Les snowmobiles, les skidoo, les scies à chaîne, les scies mécaniques. Puis dans ces années-là, en 1940, il y a plusieurs bûcherons, des histoires de drave. Puis moi, j'ai la chance d'avoir le grand-père de mon conjoint, Roger Baudouin, qui lui, écoutez, moi, depuis que je connais Janvier, mon conjoint, Roger doit avoir 92 ans. Ça fait à peu près 10 ans que je connais Janvier, ça fait à peu près 10 ans que Roger a 92 ans. Mais Roger, c'est une vraie livre de mémoire sur pattes. Moi, Roger, à un moment donné, je l'ai croisé à l'épicerie, puis l'épicier s'est accroché Roger, puis il dit « Roger, attendez, j'ai quelque chose à vous montrer, je vais m'aller chercher une photo. » L'épicier venait d'acheter l'épicerie, le Bonichois à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Il avait trouvé, à quelque part dans l'épicerie, un vieux cadre d'époque. Sur ce cadre-là, il y avait un couple avec un enfant, photographié en noir et blanc, puis tu voyais que c'était pas jeune, là, cette photo-là. Devant une maison, sur une rue. Fait que l'épicier a montré cette photo-là à Roger, puis il a dit « Ça vous dit-tu quelque chose? » Roger l'a regardé, c'est à côté sur sa canne. Roger, il se tient encore debout, il a besoin d'une canne, mais Roger conduit sa voiture encore. C'est à côté de sa canne, il regarde ça, il réfléchit un peu, puis à un moment donné, il y a eu comme une petite illumination dans ses yeux. Ses yeux sont rouverts plus grands, il a regardé l'épicier, puis il a dit, oui, c'est Monsieur Chose avec Madame Chose. Ce petit jeune-là, c'est un tel, ça a été photographié juste là-bas sur le coin, puis Roger se souvient de tout. Mais Roger, il a bûché. Il a bûché au lac Clair. Il a bûché au dépôt bouteille. Il a bûché à Repentigny. Il a dravé sa rivière l'Assomption. Puis Roger il nous en a raconté des histoires de bûcherons, puis des histoires de camps, puis des histoires de chasse-galerie, puis de tout ce que vous voudrez. Mais il n'y avait pas juste ses histoires à lui. Il y avait les histoires de tous ses chums, Petit Clou Champagne, tous les autres gars qui ont travaillé en plein hiver à sueur de l'eau au front, les Amérindiens qui descendaient, qui venaient travailler le jour, souvent ils venaient manger à la couquerie, à la cuisine, mais ils repartaient coucher, dormir dans des camps qui montaient avec leurs femmes puis leurs enfants. Mais là, ça fait un bon bout là que je vous garoche là, plein de paroles de même. Fait que m'a arrêté ça là, puis m'en en faire un autre petite capsule historique comme ça. Mais ce coup-là, au lieu de vous jaser de juste Saint-Michel-des-Saints puis du haut de la Matawini, m'a vous jaser des histoires à Roger qui nous a racontées autour des tables durant un souper de fête. Normalement, lui, quand il bûchait, ses soupers de fête, il est passé avec les gars au camp. Pensez pas que ça buvait toute la soirée, là. Il se passait d'autres histoires, il avait pas le droit de monter de boisson. Fait que la prochaine fois, on va vous raconter les histoires de camp, dans le temps de la pitoune.